Hop, C'est tout bon. c'est tout bon? Bonjour à tous. Qui est-ce qu'on a déjà arrivé? Vous êtes quelques participants. Ah, attends, on regarde le chat. Est-ce qu'on nous entend bien déjà? On a mis une petite Jura. Bonjour Philomena, ça fait un bail. Super, et ben on nous entend, c'est parfait. Salut Florian, Claire-Hélène. Tu nous mets la grosse pression, Philomena. Là. Pour la petite histoire, Philomena, c'est toi qui nous as appris la méthode des personas qu'on utilise à chaque fois maintenant. Donc, voilà, spécial dédicace. C'est utiliser et réutiliser et réutiliser. C'est ça. Euh, alors, donc déjà, comme la dernière fois, donc vous avez accès à un chat, vous avez accès à un module de questions pour poser des questions. Donc là, ça apparaît vraiment comme une question à traiter, ça nous permet qu'elle remonte en top. Et puis, on a des petits modules de sondage, mais ça, c'est toi qui décides de les lancer. Ouais, on vous en enverra quelques-uns pour vous demander un peu vos avis sur certains points. Ok. Donc n'hésitez pas, nous on est preneurs aujourd'hui, c'est vraiment on partage notre méthodo, notre façon de bosser. Si il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses sur lesquelles on se plante, si vous avez des choses à ajouter, enfin voilà, l'idée c'est que ce soit participatif. On est en temps de Covid, donc c'est sous format webinar, mais c'est vraiment le genre de sujet qu'on aurait aimé aborder en mode meet-up présentiel. Donc, n'hésitez pas à participer, on essaiera de suivre en direct ce qui se raconte. Du coup, on va peut-être démarrer juste une petite introduction. Donc, déjà le thème du webinaire, donc notre méthode pour ne pas être agile. Alors, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas tout à fait ça. Euh, on s'excuse pour le pour le post LinkedIn un peu péremptoire. On a eu beaucoup de retours sur mais qu'est-ce que vous avez contre les post-it? C'est ce qui a le plus marqué visiblement. Bon, il a fallu qu'on critique les post-it pour que une semaine après, à peu près, on se retrouve dans cette configuration chez Cobalt. Donc par souci d'honnêteté intellectuelle, on a voulu l'afficher. Donc non, on n'a rien contre les post-it. Simplement, voilà, on pense qu'il y a des sujets de fond qui méritent d'être abordés. Alors, plus sérieusement, ça nous a cette anecdote là quand on a avec un client, on a utilisé ces post-it à la demande du client. Ça nous a fait quand même nous rendre compte que et on a rajouté une partie dans le webinaire pour donner un petit peu de contexte sur en fait la méthode dont on va parler. C'est dans quel contexte, c'est quel type d'application, c'est quel type de client, etc. Donc, tout de suite, ouais, donner un petit peu de contexte. Renaud, je te laisse Ouais. peut-être prendre la main. Bon, l'idée, c'est de vous parler de nous, notre expérience, et donc, en fonction de nous, ce qu'on connaît, ce qu'on pratique. Et globalement, ce qu'on connaît, c'est beaucoup, la majorité de nos clients sont dans ce cas-là, du mode projet. Donc, c'est-à-dire que on va arriver avec notre client va arriver avec un cahier des charges. Et là-dessus, on va lui proposer une démarche de projet forfaitaire, puisque du coup, c'est un client qui a des besoins d'engagement de résultats. Ça, d'ailleurs, sera probablement l'objet d'une autre session. Mais vraiment, il y a cette notion d'engagement de résultat qui est hyper importante pour la majorité de nos clients. Et donc, on se met dans du mode projet.
Et donc là, projet, on l'oppose un petit peu au mode produit, qui est aussi un très bon mode de travail, mais qui répond pas aux mêmes besoins, puisque du coup, si on est sur un mode produit, on est plutôt un éditeur et on va plutôt avoir globalement un budget qui, lui, va être plutôt un budget annuel qu'on va faire varier en fonction de sa croissance en tant qu'éditeur, et on va plutôt prioriser quels sont les sujets les plus urgents et ceux qui ont le meilleur ratio, on va dire, de coût et d'intérêt, et on va les prioriser. Donc là, c'est plutôt du mode produit. Justement, la photo au post-it, on est plutôt sur une démarche en mode produit. Là, on est vraiment sur un client, on est en mode B2B2B, c'est un client qui est éditeur de sa solution. Et en fait, on l'aide à développer sa solution. Donc, effectivement, les logiques sont pas du tout les mêmes que lorsqu'on s'adresse finalement à l'interlocuteur final et on va dire à un interlocuteur métier opérationnel dont en fait dont c'est pas le métier de faire des applications. Voilà, exactement. Donc ça, c'est effectivement nos interlocuteurs chez nos clients. Souvent, euh, on aime bien plaisanter en disant qu'ils ont un vrai métier, eux. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils sont chefs d'un service opérationnel, par exemple, où ils ont au chef du service compta qui a besoin d'un logiciel pour voilà. Donc ils ont un vrai métier à côté, et être chef de projet d'un logiciel métier, c'est pas ce qui les occupe à temps plein. Donc on est là où on verra les démarches agiles vont quand même nécessiter un product owner qui soit à 100% sur le sujet. Chez la plupart de nos clients, c'est pas le cas. Pour terminer un petit peu sur le contexte, il y a aussi la temporalité qui joue pas mal, puisque chez nous, un petit projet, ça va être 3 mois, mais on peut assez rapidement avoir des projets qui durent 6 mois, 1 an, 2 ans. On verra le cas d'usage en fin de webinaire, c'est un projet qui s'est allé sur 18 mois au départ et puis qui a ensuite continué de grossir. Mais voilà, donc c'est des projets au long cours. C'est des projets au long cours qui ont besoin d'un fil rouge qu'on va suivre et d'une direction à suivre qui doit être respectée. Et voilà, c'est des projets qui ont une vraie réflexion dans le temps avec des impacts de décision qu'on prend au tout début du projet qui vont continuer d'avoir des impacts 18 mois plus tard quand on sera en train de continuer de développer. Du coup, alors, on n'est pas très vieux, donc il y a une dizaine d'années, quand on était à l'école, on apprenait ce bon vieux cycle en V qu'on va redétailler un petit peu tout à l'heure. Et puis, assez vite sont venues les méthodes agiles. Voilà, ça faisait un carton. Donc forcément, nous, on s'est dit, on va essayer de pas être trop bête, on va regarder un petit peu ces méthodes agiles, à quoi elles correspondent. Et est-ce qu'il faut qu'on continue à faire du cycle en V ou est-ce qu'il faut qu'on suive les voix qui nous disent oh là là, mais le cycle en V, c'est fini, c'est has-been, faut plus en entendre parler, il faut faire de l'agile. Donc on était voilà, forcément un peu dans cette démarche de c'est l'un ou c'est l'autre. On s'est dit, en regardant un petit peu ce qui se faisait, nous, quand même, compte tenu du contexte qu'on a posé juste avant, et notamment de projets au long cours et de projets forfaitaires, on a quand même besoin de garder ce cycle en V parce qu'il nous apporte un certain nombre de choses qui nous permettent de remplir nos objectifs. Mais par contre, il y a plein de choses dans les méthodes agiles, dans l'esprit agile, qu'il faut qu'on arrive à récupérer parce que c'est vraiment super bien. Et notamment tout ce qui est impliquer plus le client dans les échanges, lui montrer petit à petit les choses. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on arrive à y récupérer. Donc, on est parti de ce postulat, de se dire que voilà, nous, quand même, le cycle en V, il faut que ça reste notre base, mais il faut qu'on arrive à aller attraper tout ce qui est intéressant dans ces nouvelles démarches agiles. Et donc, faire tout ça aussi dans le cadre de notre forfait. Donc, là, maintenant qu'on a posé un peu le contexte, on va pouvoir regarder, vous montrer comment on le fait. Alors, juste avant peut-être de passer à la suite,
Je vais vous mettre un petit sondage sur le Livestorm là, pour vous demander un petit peu, vous, voir un petit peu qui est parmi nous. Tiens, bonjour Serge, chez Apidae. On salue Apidae au passage. Donc, je vais vous mettre un petit sondage pour voir si vous êtes plutôt à travailler sur des choses en mode projet, plutôt en mode produit. Et puis, si vous utilisez plutôt de l'agile, plutôt du V, plutôt d'autres choses, des trucs mixtes, voilà, d'autres recettes que vous avez trouvées. Voilà. Et je crois. Ah, ben, on a une question de Philomena. Donc, le projet versus le produit n'est pas clair. Alors, je crois que je peux le. Produit égale éditeur et projet égale toutes les entreprises qui ne sont pas des éditeurs. Oui, alors c'est un peu caricatural, mais en tout cas c'est souvent le cas. Le sujet c'est plutôt est-ce que dans notre projet on a un client qui a un besoin et du coup on arrive à se fixer un objectif et on y répond à travers un projet et on lui délivre une application, souvent une application métier, une application de gestion, un intranet. Ou alors, est-ce que, en fait, notre client, la personne pour laquelle on dev, c'est effectivement pas finalement l'utilisateur final. Et là, on est dans du B2B2B, par exemple, ou B2B2C. Et là, en fait, on n'a pas du tout la même approche parce que il n'a pas d'objectif final, en fait, ce client-là. D'ailleurs, il sait pas encore où il va. Les objectifs changent de mois en mois. On teste des choses, on regarde ce qui fonctionne pas, on arrête, on prend une autre direction. Voilà, c'est pas du tout la même typologie de client. Et en fait, ce client-là, c'est son job d'être éditeur et de proposer une solution. Donc c'est aussi différent, son rôle, il est différent. Et puis effectivement, donc le produit, c'est quand même plutôt souvent des éditeurs, et il peut y avoir un peu deux raisons pour lesquelles ils avancent un petit peu de manière, voilà, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller, donc on va faire aller dans une première direction et puis on va voir ce qui marche pas, machin. Donc soit c'est parce que le marché qu'ils visent est pas forcément encore mature, ou ils innovent vraiment fortement sur un marché, donc donc c'est une démarche d'innovation, donc il faut trouver sa voie, il faut trouver ce qui marche pas. Ou aussi, ça peut être des questions budgétaires, parce que ça peut être aussi un petit éditeur qui sait qu'il y a un marché à prendre, mais il n'a pas forcément les moyens de faire ça, et ça serait potentiellement une méga usine à gaz s'il faisait un logiciel parfait, mais qui lui demanderait 2 ans, qui demandait 2 ans de travail à faire, mais il n'a pas forcément les moyens de faire tout de suite, donc il priorise et potentiellement ça l'amène à faire des choses, à les refaire plus tard et à les refaire d'une autre manière. Yes. Alors, je vais essayer de pas trop traîner. On va essayer de tenir dans l'heure quand même. Alors, donc en fait, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est que du coup, nous, on est dans une démarche où clairement, on a un objectif, c'est-à-dire qu'on a un point de départ et on a justement un objectif, un point d'arrivée. Ce qui est pas forcément le cas justement chez un éditeur où finalement l'objectif il va être très volatile et surtout il va évoluer en permanence. Et en fait, il y aura jamais vraiment de fin. Même si pour un projet, dans un mode projet pour un client métier, bon, les logiciels continuent d'évoluer, il y a une maintenance évolutive, etc. Mais bon, il y a quand même un objectif à remplir sur, par exemple, je veux dématérialiser mon processus, voilà, ce genre de choses. L'objectif étant d'aller du point de départ au point d'arrivée par le chemin le plus optimal. Alors, le problème du cycle en V, donc on a mis très rapidement un schéma, mais je pense qu'a priori, on a essayé de regarder un petit peu les profils qui s'étaient inscrits. Tout le monde doit avoir à peu près en tête ce que c'est que le cycle en V. Et l'objectif ici, c'est pas de faire un cours sur le cycle en V et les méthodes agiles. Mais globalement, le cycle en V, c'est quelque chose de très séquentiel sur on fait des specs générales, on fait des specs détaillés, on développe, on fait des tests unitaires. Et puis à la fin, on file le truc au client et il peut le regarder, le tester et prendre connaissance de ce qu'on a fait. Alors, cette méthodologie, elle a évidemment des avantages en termes de, on a un budget qui est défini, un planning qui est défini, parce que
On a identifié des fonctionnalités, on les a chiffrées, ça nous donne un nombre de jours, on a mis une équipe en face avec un nombre de personnes. Et donc là, on peut poser ça sur un planning et on a un joli planning, un joli Gantt, tout beau, tout parfait. L'autre avantage aussi, c'est que ça force à vraiment bien réfléchir en amont à ce qu'on veut. Alors certains trouveront que c'est un inconvénient au contraire, hein, on peut en discuter, mais ça permet quand même de se poser pas mal de questions en amont et de faire les choses un peu plus proprement par la suite. Bon, l'inconvénient, c'est le fameux effet tunnel. Hein. L'effet tunnel, c'est quoi? Bah, c'est que justement, en fait, le client voit pas son application avant la toute fin. Donc là, c'est quand même un peu rude. Et puis, bah, il y a quasiment aucune souplesse en fait pendant le projet puisque tout a été spécifié au début. Donc, si pendant le projet on se rend compte qu'il y a telle fonctionnalité qui serait plus pertinente qu'une autre, ben c'est un peu tant pis. Et puis, rendez-vous en recette à se battre sur qu'est-ce qui est de l'évolutif, qu'est-ce qui est du correctif, et on va aller relire chaque ligne des spécifications générales. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros inconvénient du truc. Ce qui fait que bien souvent, en fait, on n'atterrit pas du tout à l'endroit, en tout cas à l'application qui correspond à ce que souhaite vraiment le client. Quand bien même, c'est là que c'est intéressant, quand bien même on aurait fait parfaitement notre travail, quand bien même on aurait fait les spécifications de façon hyper détaillée, et quand bien même ce qu'on aurait développé aurait zéro bug et correspondrait parfaitement à ce qui a été spécifié ligne à ligne. Pourquoi ça marche rarement et plus le projet est long et moins ça fonctionne? Bah, parce que justement, en fait, nous, l'interlocuteur qu'on a en face, le client, c'est pas son métier de faire une application. Donc c'est toujours ça, c'est un métier en fait de transcrire. Bah, voilà mon travail et voilà ce qu'il faudrait dans l'application. C'est pas simplement de se dire bah, aujourd'hui je fais ça dans un fichier Excel, donc en fait il faudrait que je mette mon fichier Excel dans le navigateur pour avoir une application web. C'est pas complètement ça. Et en plus, si le projet est long, bah, au fil de l'avancée du projet, on peut avoir des besoins nouveaux qui naissent ou certains qui sont plus pertinents. Du coup, les méthodes agiles ont émergé. Alors, elles ont quand même émergé quand même en grande partie chez les éditeurs parce que justement, pour le coup, c'était pas du tout adapté. Donc là, on vous a mis les 4 grands piliers de l'agile qui sont très connus, qui sont issus du manifeste agile, les individus, les interactions, plutôt que les processus et outils. Les logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive, ça c'est un petit peu. Donc ça vise clairement le cycle en V. Hein. Documentation exhaustive, bah oui, parce que en cycle en V, on est obligé de faire des specs hyper détaillés pour être sûr de rien louper. La collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle. Donc là, ils veulent parler des avenants justement pour rejoindre le point orange et le point rouge de tout à l'heure. L'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan justement. Donc, voilà. Donc c'est vraiment la philosophie. Bon, derrière, il y a 12 principes qui en découlent et tout, mais on va pas, encore une fois, on va pas faire un cours sur les méthodes agiles. Et vous pouvez aller sur le manifeste, sur le site du manifeste de l'agile voilà, qui est assez connu aujourd'hui, je pense. Du coup, les méthodes agiles, en fait, ont répondu à pas mal de problématiques et ont du coup un certain nombre d'avantages, une très grande souplesse pendant le projet, puisque finalement l'implémentation de ce principe de l'agilité, c'est des méthodologies comme Scrum par exemple, qui je pense qui est la plus connue, avec des itérations très très courtes d'une semaine, de 2 semaines, donc qu'on appelle des sprints, ce qui donne finalement de la visibilité aux clients de façon très très rapprochée. Ça donne du coup une visibilité tout au long du projet et il y a une vraie collaboration avec le client, puisque bien souvent, ce qu'on appelle le product owner, donc celui qui est garant du produit, donc de ce à quoi ressemblera le logiciel. Bien souvent, c'est le client lui-même, justement, et c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'on met dans le prochain sprint, qu'est-ce qu'on priorise, etc. Mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. Bah, en fait, du coup, on a peu de visibilité sur les coûts et le planning final. Donc là, s'il y en a qui sont vraiment pas d'accord avec ça, parce que j'ai déjà eu des débats animés sur le sujet, vous pouvez réagir sans problème. Mais en tout cas, dans les faits, on a peu de visibilité sur les coûts et le planning final. On a aussi peu de visibilité fonctionnelle sur le projet final, puisque c'est un peu justement, c'est un peu le but d'y aller de proche en proche. Et puis pour avoir discuté et pour avoir aussi développé sur des projets en mode agile, en tant que développeur, on a aussi pas mal de frustration
Deux, on a fait des choses une semaine, on les défait la semaine suivante parce que en fait c'était pas pertinent. On ajoute des choses, on les enlève et parfois même on jette des choses à la poubelle. Donc ce qui n'est pas forcément grave, enfin dans le mode agile, hein, mais en tout cas, ce qui provoque pas mal de frustration aussi sur les équipes techniques. Et puis sur la maintenance sur le long terme, c'est aussi un peu plus compliqué. D'une part parce que on a moins de spécifications, donc là encore, je pense que pas mal de monde pourra dire que non, ça n'exonère pas de faire des spécifications, mais dans les faits, il y a beaucoup plus d'interaction entre le client et les développeurs, et donc finalement, il y a aussi beaucoup d'informations éparpillées, en tout cas moins centralisées que dans des specs fonctionnels détaillés qu'on pourrait avoir dans les cycles en On est en train de Philomena qui perd sa connexion. J'espère que c'est bon pour les autres. Euh, et du coup, en fait, nous, de ce qu'on a pu observer, et encore une fois, on en a aussi discuté donc avec à la fois avec des développeurs, mais à la fois avec des chefs de projet slash ou product owner ou scrum master et avec des clients, on se retrouve pour caricaturer un petit peu à avoir plutôt un projet qui se matérialise comme ça. Ce qui est logique, hein, puisqu'encore une fois, on réajuste en permanence et ça permet aussi beaucoup plus d'exploration de où est-ce qu'on veut aller. On teste des choses, ça fonctionne pas, etc. Mais pour nous, c'est pas le moyen le plus optimisé d'aller à l'objectif quand on a un objectif bien défini. Donc là, encore une fois, c'était un petit peu, on s'est dit, bon, on a un projet en mode forfaitaire à faire. On le mène en cycle en V, ben voilà ce que ça donne. Si on le menait en méthodo agile, voilà ce que ça pourrait donner. Encore une fois, voilà, là on est dans le cadre d'un projet forfaitaire. Sachant que derrière, pour la maintenance et enfin, la maintenabilité du projet au sens technique du terme, ça pose aussi, et là encore pour l'avoir vu en tant que développeur, ça pose aussi un certain nombre de problèmes en termes de génie logiciel, de conception, d'architecture. Le fait de développer les choses de proche en proche, parfois, on arrive à des situations où les logiciels sont un peu construits un petit peu voilà, par des verrues qu'on a rajoutées. Et il n'y a pas forcément de cohérence globale et d'architecture bien construite dès le départ. Encore une fois, c'est c'est des généralités qu'on donne, hein, mais c'est souvent des choses qu'on observe en tout cas dans cette typologie de projet. Et donc, nous, en fait, notre objectif et la méthode qu'on vous présente aujourd'hui, c'est d'essayer de se rapprocher, donc on ne sera jamais parfait sur la ligne, mais de se rapprocher de quelque chose qui suive un fil rouge jusqu'à l'objectif final, avec des itérations moins courtes que les méthodes agiles traditionnelles, mais qui permettent de réajuster la direction du projet. Pour répondre à Xavier qui demande si on aura les slides, a priori il n'y a rien de confidentiel là-dedans, donc pas de souci pour vous les envoyer a posteriori. Donc le replay déjà est dispo et les slides, en tout cas, on n'a pas de problème pour les envoyer. La dernière fois, on les avait pas envoyés déjà? Bonne question, mais en tout cas il y a un replay, vous allez recevoir par mail le lien vers le replay, il me semble. Donc yes. voilà, il y aura et les slides, pas de souci. Bah vas-y, Arnaud, je te laisse. Donc, à partir de là, comment on fait l'idée, c'est que on a identifié pour schématiser 3 piliers méthode, outils, organisation. Bon, on a mis organisation en dernier. Je sais que Stéphane qui nous regarde va nous dire c'est le plus important, il fallait le mettre en premier, mais on est des développeurs, on se refait pas. Hein, mais les méthodes, les outils, mais effectivement, l'organisation, je pense que c'est un des trucs les plus importants. Mais voilà, on y reviendra à la fin. On va commencer par la méthodo. Donc, si tu peux passer le slide. Donc, effectivement, on a notre bon vieux cycle en V comme ça. L'idée, donc ça, c'est le cycle de vie du projet de manière générale. Ce qui est vraiment ultra important, c'est de se dire, on a une phase de spécification générale qui est primordiale. On a une recette finale parce que au bout du bout, il faut bien qu'on ait tout testé. Et
il faut qu'on ait ce fil conducteur qui est défini en spécification générale, parce que sur un projet de 6 mois, 1 an, 2 ans, il faut qu'on ait un fil conducteur. Ça, c'est vraiment le truc primordial. Et donc qui est extrait du cahier des charges du client, qui est défini proprement en spécification générale et qui va nous suivre tout le long. Et par contre, au milieu, il n'y a pas de raison que ce soit absolument séquentiel, qu'on fasse toutes les specs détaillées qu'on passe 3 mois à faire des specs détaillés, ensuite qu'on passe 1 an à faire des devs et ensuite qu'on passe 6 mois à tester. Donc, tout ce bloc-là, l'idée, c'est de la découper et d'en faire ce qu'on va appeler des milestones, et donc de prendre des blocs fonctionnels, de découper ça en blocs fonctionnels, et pour chaque bloc fonctionnel, pour chaque milestone, de venir l'éclater en essayant de faire en sorte que voilà, cette milestone, elle prenne entre 1 mois et 3 mois, quelque chose comme ça. 3 mois, c'est vraiment le max. Et qu'à l'intérieur de cette milestone, on va faire les spécifications fonctionnelles détaillées du module qu'on est en train de voir, qu'on va développer, on va tester et on va recéter. Donc c'est là qu'on va avoir l'occasion de donner un aperçu d'un morceau réduit de l'application au client. Et donc c'est ça qui va vraiment changer vis-à-vis du cycle en V pur, c'est qu'on va donner des points intermédiaires de visibilité. Donc, du coup, pour schématiser, si on a notre cycle en V absolu, on a vraiment des écarts énormes entre. Donc, faut imaginer que le point haut, en gros, c'est quand on intervient, quand on interagit vis-à-vis du client, et les points bas, c'est quand on est en train de développer. Donc là, on voit qu'il y a des écarts énormes entre le premier point haut qui est on commence à discuter avec le client et le dernier point haut qui est on lui montre ce qu'on a fait d'une part, et il y a un écart énorme entre le premier contact qu'on a avec le client et le développeur, quoi. Donc là, l'idée, c'est de casser un petit peu ça pour venir faire plein de petites remontées au client. Et donc à chaque fois qu'on a un pic en haut, on va dire, ça veut dire qu'on vient rediscuter avec le client et qu'on lui, à la fois qu'on commence à spécifier un nouveau module et en même temps qu'on lui montre ce qu'on a fait sur le module fonctionnel d'avant. Donc voilà un petit peu, si on schématise, l'idée de cette méthode. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si certains font partie d'autres sociétés de services ou quoi. Enfin, nous, on est convaincus que tout le monde dit on fait de l'agile, on est agile et tout ça, parce que on peut pas dire qu'on n'est pas agile. Mais on est convaincus qu'en fait, il y a potentiellement pas mal de boîtes qui font de la même façon et qui doivent s'engager sur un forfait et donc finalement qui trouvent qui mettent le curseur un peu entre les deux. Donc, enfin voilà. En tout cas, nous, on est preneurs de retour là-dessus. Alors, deuxième pilier, ce sont les outils. Donc, on a dit, on a des milestones qui sont situés entre 1 mois et 3 mois. Donc, à la fois, c'est un laps de temps plus large que sur des méthodes agiles avec tout ce qu'on a vu généralement, c'est des sprints d'1 semaine ou de 2 semaines. Donc, ce qui veut dire que comme on livre beaucoup moins souvent et qu'on fait valider finalement par le client beaucoup moins souvent, on a intérêt à avoir un haut niveau de robustesse, de qualité et de sécurité sur ce qu'on livre. En gros, on a intérêt à être hyper serein sur ce qu'on développe finalement et sur quoi le client n'a pas de vision. Et puis par contre, on livre beaucoup plus souvent que sur du cycle en V traditionnel. Donc même si on est sur une fois par trimestre, c'est quand même pas négligeable. Et donc là, on a forcément besoin de pouvoir livrer rapidement, simplement et surtout sans erreur. En gros, la livraison soit plus un sujet. Qu'on clique sur un bouton et puis voilà. J'ai une question de Thomas qui me demande si on met en prod à la fin de chaque cycle. Donc oui, tu peux peut-être y répondre. Ça, effectivement, on ne met pas en prod à la fin de chaque milestone. Par contre, on
donc à la fin de chaque milestone, on va livrer sur une qualif pour montrer l'avancement. Et par contre, on va livrer en prod à la fin de chaque lot. Et alors potentiellement, on verra ça dans le cas client qu'on expose à la fin. Rien n'empêche par contre effectivement un gros projet de le découper en plusieurs lots et d'effectuer des livraisons en prod. D'effectuer plusieurs livraisons en prod au lieu d'une seule grosse. Ça, après, ça dépend, ça dépend des contraintes du client et notamment, par exemple, quand on refond une appli, souvent, avant de la première livraison en prod, on a forcément besoin d'un socle minimal. Donc, ça fait peut-être plusieurs milestones, mais on ne va pas livrer chaque milestone en prod. Ouais. Du coup, là, pareil, l'objet du webinaire, c'est pas l'usine logicielle, etc. Donc ça, pareil, ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Il y en a peut-être chez nous qui auront bien envie d'expliquer comment ça fonctionne, mais c'est plutôt très technique. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est de l'intégration continue, du déploiement continu ou du DevOps. Là, simplement, ce qu'on voulait dire, donc déjà, on voulait partager avec vous, nous, les outils qu'on utilise. Et en tout cas, les outils qui répondent aux besoins que j'ai exposés avant, donc de robustesse, de qualité, de sécurité, pour être sûr qu'on développe, ça c'est plutôt GitLab et Sonar qui s'occupent de ça, de faire des tests de non-régression et autres. Et puis la partie déploiement automatisé, encore une fois que la livraison soit pas un sujet. Là, c'est avec Ansible qu'on fait ça. Donc, on vous a mis un schéma un petit peu du cycle de vie d'une ligne de code, si on peut dire ça comme ça. Le développement, GitLab, on build, on teste pour être sûr qu'on n'a rien cassé. Sonar qui vérifie qualité et sécurité et le déploiement par Ansible. Bon, là, si vous avez des questions précises sur le sujet, soit vous pouvez les poser, on les abordera peut-être en fin de webinaire, soit vous pouvez nous les poser directement peut-être en message privé sur LinkedIn. Enfin voilà, il n'y a pas de souci pour discuter avec vous. Nous, on n'utilise que des composants et les outils open source. Voilà, donc si ça vous intéresse, on pourra en discuter. Mais l'idée, c'est que là, sur la partie usine logicielle, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être, comme disait Julien, que ce soit pas un sujet de livrer rapidement et voilà. Des choses qui n'étaient pas forcément très très en place il y a encore 5 ou 10 ans dans les ESN. Voilà. Là, en tout cas chez nous, on s'est vraiment musclé là-dessus et c'est super pratique. Enfin, moi qui suis chef de projet, même si j'aime bien faire des livraisons à la main, c'est rigolo taper des lignes de code, mais d'avoir un petit bouton pour livrer super rapidement, c'est quand même. Et surtout sereinement, on évite pas mal d'erreurs humaines. Il y a une question qui a été posée, juste, je crois. Il y a une question. Tac. Philomena, est-ce que vous validez des wireframes maquettes graphiques avec vos clients avant de développer? Eh ben ouais. C'est toi qui fais les maquettes, donc je peux te laisser répondre, mais on a abordé ce point-là dans le précédent webinaire qui portait sur le prototypage. Effectivement, on en avait dit un mot, mais c'est des choses qu'on fait régulièrement. Et alors, c'est Renaud le pro des maquettes. Ouais, alors effectivement, oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé de l'aborder là-dedans, mais c'est dans la méthodo, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, effectivement, d'arriver à maqueter et de s'outiller un petit peu pour maqueter rapidement, pour montrer aux utilisateurs qui sont justement pas des product owners, qui sont pas des développeurs, de leur dire voilà à quoi ça va ressembler, comment vont s'enchaîner les écrans effectivement. Et ça, c'est vrai que dans la phase de spec, c'est hyper important et c'est vraiment, ça donne vraiment, ça évite beaucoup justement le décalage entre ce que le client voulait, ce qu'il avait dans sa tête et ce que on lui livre à la fin. Par contre, ce qu'on fait pas, ce que j'ai vu pas mal, notamment dans les méthodes agiles, on fait pas une maquette par écran, etc. On va plutôt faire des maquettes génériques qui vont donner les principes d'ergonomie, qui vont montrer les différents composants qui peuvent exister. Parce que quand on dit à un client, on va vous mettre un champ, ce sera un sélecteur. Bon, il se dit ok, c'est une liste déroulante, machin. Ensuite, on lui dit ça c'est un sélecteur multiple. Alors déjà, un peu plus difficile de se le représenter. Mes éléments sont comment je les supprime, enfin bon voilà. Donc là, pour ce genre de choses, en fait, on fait effectivement des maquettes générales. Il y a Police qui débarque. On fait effectivement des maquettes générales avec les grands principes d'ergonomie et ensuite
voilà, les maquettes, c'est vraiment sur des fonctionnalités particulières qui sortent justement des principes d'ergonomie du reste de l'application. Yes, bah voilà, Philomena est en phase avec nous, c'est parfait ça. Et, Autre point hyper important qui vient de la culture agile, et ça vraiment on est persuadé que ça peut très bien s'appliquer aux méthodes mixtes. C'est la partie communication avec le client et le fait d'intégrer le client dans les discussions et vraiment de l'intégrer dans le projet, même s'il a peut-être que 15, 20, 25% de son temps à y consacrer, parce que c'est pas un product owner, même si voilà, il a un temps assez faible à y consacrer, il faut arriver à l'impliquer. Bon là, c'est pas les parties, autant sur la partie usine logicielle, vraiment, on a un investissement très fort depuis des années et vraiment, on est bien outillé. Autant sur cette partie communication avec le client, l'intégrer, tout ça, on n'est pas forcément les mieux outillés. Mais déjà, avec des choses comme Trello, ça marche très bien pour visualiser graphiquement l'avancée du projet et de voir, bah, tiens, les prochains trucs que vous aurez besoin de recéter, ce sera ça, donc préparez-vous et ainsi de suite. C'est déjà super pratique. Bon, bah, Teams, Covid oblige beaucoup de visio. Nextcloud, c'est ce qu'on utilise pour le partage de fichiers. Vraiment beaucoup partagé, notamment quand on montre des maquettes, effectivement, qu'ils puissent les retrouver facilement, tout ça. Après, nous, on utilise Nextcloud, ça peut être un OneDrive, ça peut être ce qu'on veut. Et la partie ticketing sur la partie recette. Donc, il y a plein d'outils du marché qui existent. Nous, on a développé le nôtre parce qu'on aime bien être chez nous. Donc, on a développé Fraga. Mais voilà. Vous connaissez Furious? Tu connais Furious? Je ne connais pas, mais justement, c'était ce que j'allais dire, c'est que sur la partie, on va dire, copile mensuelle, où justement, c'est là qu'on fait un point d'avancement, parce que le client n'a pas accès au Trello technique avec les tâches, les imputations des temps, etc. Enfin, ça, en tout cas, on considère que c'est notre métier et c'est pas forcément le sien. Mais du coup, pour lui donner un état d'avancement, etc., aujourd'hui, on est vraiment sur un truc, là, pour le coup, hyper traditionnel. Donc, il y a des coproges mensuels, mais en tout cas, il y a des coproges hebdomadaires, mais il y a un copil par mois. Et là, on est hyper artisanal. C'est notre PowerPoint avec notre timeline, etc. Là, pour le coup, on n'est pas du tout outillé, donc ça nous intéresse si vous avez des outils sympas qui permettent aussi de façon asynchrone donc au client de se dire bah, tiens, je vais aller voir, là j'ai du temps, je vais aller voir à peu près l'état d'avancement, sans que ce soit vraiment lié au mon développeur a imputé 8 heures sur la tâche bidule, mais que ce soit plutôt un outil qui soit à la main du chef de projet en fait, mais qui permette de donner de la visibilité beaucoup plus souvent aux clients. Ça, on est preneur parce que c'est un sujet en tout cas qu'on a en tête et qu'il faut qu'on s'outille. Ouais. Mais ouais, on irait regarder ça. Ça pourrait être intéressant. Et donc du coup, sur la partie organisation, on en est où du temps? Ouais. Alors, pas de traîner. Sur la partie organisation, en fait, c'est probablement là que réside l'agilité en fait de notre méthodo. On a pris le parti d'être structurellement agile. Donc, je m'explique, c'est que souvent les méthodes agiles, en fait, rajoutent des choses, des réunions, des outils, des règles pour forcer à ajouter de l'agilité dans des structures qui, a priori, n'en ont pas. Ou forcer à rajouter de la communication dans des structures où il n'y en a pas assez. Alors qu'on est convaincu qu'en fait, si vous êtes structurellement agile, et on va voir comment, vous n'avez pas forcément besoin de rajouter toutes ces règles, tous ces outils, etc. Donc déjà, le premier point, c'est la maîtrise complète de la chaîne. Clairement, si vous avez 4 boîtes qui prennent chacune des points, une boîte qui fait la MOA, la conception et tout, une boîte qui fait le dev, une boîte qui fait l'hébergement à l'infrastructure, et puis ensuite une boîte en Inde chez qui vous envoyez la maintenance annuelle. Bon, c'est sûr qu'il n'y aura pas une fluidité de dingue sur le projet entre tous ces acteurs. Et là, pour le coup, il faut rajouter des outils et des daily meetings et tout ce que vous voulez pour justement
s'assurer qu'il y ait la communication qui va bien. Quand vous maîtrisez toute la chaîne, c'est déjà beaucoup plus simple et en fait, c'est naturellement fluide, j'ai envie de dire. Ensuite, deuxième truc, même dans une boîte qui maîtrise toute la chaîne, en fait, qui fait ces 4 métiers, bah, en fait, parfois, enfin très souvent même, euh, il y a 2 grands métiers qui ressortent. Il y a la partie applicative, donc avec justement la conception, le développement, etc. Et puis il y a la partie infrastructure, hébergement, infogérance. Et souvent, c'est des équipes différentes, voire des business units différentes, à des lieux différents. Donc en fait, là aussi, ça facilite pas l'agilité et la fluidité sur le projet. Donc nous, on a fait le choix, en fait, que sur un projet donné, c'est la même équipe qui gère l'applicatif et l'infrastructure. Et ça, potentiellement, on pourrait se dire, oui, vous êtes gentil, mais c'est parce que vous êtes une petite boîte et tout. Ce qui est vrai aussi. Ce qui a une part de vrai, mais je pense que ça peut aussi s'appliquer ça peut aussi s'appliquer sur des boîtes plus grosses. Parce Bah, on l'a que vu, en tout cas, on l'a vu sur des boîtes un peu plus grosses que ça. voilà. Parce que nous, chez nous, on a plein de développeurs qui effectivement ont commencé plutôt développeurs web, mais on en a une partie qui sont pas spécialement à l'aise avec l'infra ou qui ont pas plus d'affinité que ça, mais qui ont une expertise sur la partie développement web. Mais on en a une partie non négligeable, franchement peut-être la moitié, qui a vraiment une appétence pour aussi les sujets d'infra parce que ça les intéresse de maîtriser de bout en bout une appli et vraiment des développeurs web, ça peut les intéresser et ça les frustrerait potentiellement si on avait une autre BU qui s'occupait que de l'infra et qui ne pouvait pas y toucher. Alors justement, donc, tu me fais le pont sur la slide précédente, puisque même quand c'est la même équipe donc quand même c'est la même entreprise, c'est la même BU, c'est la même équipe qui gère ces 2 métiers, en fait, on retrouve aussi beaucoup du organisation matricielle avec, enfin, en découpage par couche, avec effectivement un gars technique, développeur, mais plutôt vraiment infra, et même sur la partie applicatif, des développeurs qui vont faire le back, des développeurs qui vont faire le front, etc. Bah là encore, en fait, il y a enfin, vous avez un petit peu plus de grains de sable dans les rouages que si vous avez, et encore une fois, donc nous, c'est le choix qu'on a fait, si vous avez en fait des développeurs qui soient réellement, alors on dit full stack, mais là, c'est vraiment du très, très full stack, c'est-à-dire que le développeur est responsable de sa fonctionnalité, vraiment de la base de la base, enfin, au sens propre, de la base de données et du modèle de données jusqu'à la couleur du bouton en CSS dans l'application. Et le fait d'avoir justement que le développeur soit ultra transverse et qui est responsable de sa fonctionnalité de bout en bout, bah, là aussi, ça vous apporte beaucoup d'agilité et de flexibilité. Quand bah, voilà, vous sortez d'atelier, le client a en fait un petit peu changé d'avis, et ben il n'y a pas, il y a pas à tout rebeloter. Le développeur, il sait exactement ce qu'il doit aller changer pour remettre le truc en cohérence. Donc ça, on a remarqué que c'était vraiment enfin, comment dire, un outil hyper important sur ce qui est de l'agilité. Je rajouterais aussi que le développeur, en plus d'être hyper transverse techniquement, il est très impliqué dans le métier du client. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les méthodes agiles, puisque dans les méthodes agiles, on a les clients qui sont souvent le product owner qui discutent beaucoup et en direct avec le Scrum Master, mais souvent le Scrum Master est tournant et donc en fait c'est un développeur. Donc là, c'est pareil, le fait que le développeur soit vraiment s'imprègne du métier du client fait que quand il va développer sa fonctionnalité de bout en bout, il va aussi se dire bah ça je vais le faire plutôt de cette façon ou plutôt de cette façon parce que vu le métier du client, il y a de grandes chances pour que dans 6 mois, un an, ils veulent plutôt partir dans cette direction. Et ça, en fait, ça apporte beaucoup d'agilité par la suite en phase de maintenance. Autre sujet, donc il y a 5 points. Quatrième point, donc là aussi c'est de la transversalité, mais non pas là c'est pas technique, mais vraiment organisationnel sur le cycle de vie du projet. Pareil, là donc on l'a dit tout à l'heure, parfois c'est pas la même entreprise qui fait le build, donc la construction de l'application, et le run, donc sa maintenance et son évolution. Mais parfois même quand c'est dans la même entreprise, c'est pas la même business unit.
c'est l'équipe qui a développé le projet, il est allé à Lyon, elle est à Paris, et puis l'équipe qui va la maintenir, ensuite ça part à Marseille ou à Montpellier, ou voilà. En tout cas, et donc ça c'est pareil, ça en phase de maintenance. Il y a forcément des ratés, il y a forcément des choses que l'équipe de maintenance, des informations qu'elle n'a pas, elle revient vers l'équipe de build, etc. Donc là, pareil, on a fait le choix que non, c'est la même équipe qui construit l'application et qui la maintient 2 ans plus tard. C'est la même équipe et c'est le même chef de projet. Donc ça aussi c'est vraiment fondamental, sachant que là, petit aparté sur la qualité logicielle, quand vous développez quelque chose et que vous savez que plus tard c'est vous qui allez le maintenir, vous le développez de façon, comment dirais-je, plus qualitative souvent que quand vous dites bon ça va partir et puis voilà. Le chef de projet justement, donc c'est le cinquième et dernier point de l'organisation. Euh, il est vraiment 360 degrés. Et là encore, ça apporte vraiment de l'agilité, de la flexibilité. Ça, Renaud va vous en dire un mot dans le cas client. Parce que typiquement, en atelier, donc on est au forfait, hein, je le rappelle, mais en atelier, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va sortir du chapeau, qui n'était pas prévue, etc. Et ben là, le chef de projet, en fait, il va avoir une vision technique. Et quand on dit technique, c'est qu'il est développeur. Hein, il n'a pas juste une coloration technique, il est développeur. Donc en fait, il va être en mesure de se dire, bah, cette fonctionnalité, oui, je vois à peu près ce que ça représente en termes de complexité. Il est fonctionnel, donc il va aussi se dire, ben, bah, clairement, cette fonctionnalité, elle est effectivement importante, alors que celle-ci, là, qu'on avait imaginée, etc., bon, elle est moins importante, donc potentiellement, je vais pouvoir jongler, la mettre ailleurs, etc. Ça, Renaud vous en dira un mot. Et comme il est aussi chef de projet, bah, il connaît sa marge de manœuvre, il sait ce qu'il peut faire ou pas, est-ce qu'il a de la marge, est-ce qu'il est vraiment serré sur les devs et sur le planning, voilà. Donc c'est vraiment le fait d'avoir une personne qui a ces 3 casquettes-là. Et quand on dit qu'il est fonctionnel, il est vraiment, là encore, fonctionnel. C'est lui qui rédige les spécifications. Le fait d'avoir cette vision 360 fait qu'en direct, en live, en atelier avec le client, en fait, il y a une agilité, une flexibilité, une fluidité qui est vraiment maximale. Et l'idée ici, sur ce point-là, c'est que le chef de projet, il soit capable de mener sa barque sur 90% de chacun des 3 sujets. Et après, il va travailler en binôme sur la gestion de projet avec son directeur de projet. Il va travailler en binôme à la technique avec son architecte sur, bah, tiens, là, j'ai vraiment un besoin technique plus pointu et qui dépasse un peu mes connaissances. Donc, je vais aller solliciter mon architecte. Et pareil sur le fonctionnel, on a aussi des gens qui ont, de la même manière que l'architecte a une expertise technique, des gens qui ont une expertise fonctionnelle et qui vont pouvoir intervenir en support du chef de projet sur là, il y a un besoin, mais j'arrive pas vraiment à le saisir et à trouver la bonne solution d'ergonomie ou vraiment fonctionnelle. Et il va se faire aider par son expert fonctionnel. Mais au moins, il a la capacité à gérer 90% de tout ça. Je rebondis sur le message de Xavier, je te salue au passage. Oui, tout ça suppose qu'effectivement, tu as un turnover qui soit bas. Donc là, pareil, on ne s'est pas attardé dessus, ce sera peut-être aussi l'objet, ça mériterait un autre webinaire. Bon, globalement, ouais, le turnover, c'est un vrai problème dans les sociétés de services. C'est parfois un problème, c'est parfois un objectif, hein, en fonction de ton business model. Bon, nous, on est convaincu qu'un développeur qui est heureux, il reste. Alors, pour nous, un développeur heureux, c'est un développeur qui se fait plaisir en technique et surtout qui a le temps de faire les choses bien, en fait, de faire les choses proprement, etc. Donc, voilà, et ça, c'est aussi, bah, ça rejoint le sujet de la qualité, mais bon, là encore, je pense qu'il y a un petit webinaire à faire sur le sujet. Et il n'y a pas que chez les éditeurs que les gens peuvent prendre le temps de faire les trucs bien. Il y a aussi certaines ESN où il n'y a pas trop de turnover et on laisse le temps. En tout cas, ça dépend clairement de ton business model. On va peut-être répondre quand même à la question de Philomena, même si elle a dû nous quitter. Quand il y a 20-30 personnes par métier, dur de faire une équipe, une seule équipe.
Euh, 20-30 personnes par métier. Ah oui, par métier, oui, dans la société. Bah, en fait, oui et non. En fait, ça dépend de la taille du projet. Donc en fait, s'il y a 20 personnes dans l'infra, 20 personnes, enfin, effectivement, donc si je pense que c'est par métier, elle parle infra je fonctionnel, pense, par etc. métier, excusez-moi. Bah, en fait, ça n'empêche pas qu'il y ait une seule et même équipe qui soit transverse. Enfin, ça n'empêche pas que les équipes projet, imaginons que tu étais métier et tes équipes métiers comme ça, non, enfin, rien n'empêche que tes projets soient transverses et que du coup, les équipes en fait soient transverses à ces métiers-là et même que des développeurs appartiennent à deux couches en parallèle, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment nous, c'est vraiment l'idée de l'équipe projet qui doit être transverse. Après, sur l'organisation de la société, au niveau de l'entreprise, bon, là, on n'a pas beaucoup de leçons à donner parce qu'effectivement, on est une petite structure, donc c'est sûrement plus compliqué d'organiser une entreprise comme ça quand elle est de plus grosse taille. Par contre, ce qui est sûr et ce qu'on a pu observer, et ce qui fonctionne même chez des très gros, c'est d'avoir des équipes projets qui sont complètement transversales et donc que tout soit intégré dans une même équipe projet. Et puis, au niveau des outils, il y a Eric qui nous parlait de suite projet, donc on ira voir ce que c'est. Yes. Et puis, Donc voilà, sur l'organisation, l'idée, c'est vraiment, vous l'aurez compris, de se dire, on essaye en fait, d'être au maximum intrinsèquement, enfin structurellement flexible et agile, à la fois sur la technique et à la fois sur les métiers. Du coup, pour résumer tout ce qu'on s'est dit et ces trois piliers, c'est une méthodologie, un projet en cycle en VVVV, une usine logicielle 100% automatisée pour que ce soit pas un sujet et qu'on s'assure un haut niveau de qualité logicielle, et puis une équipe de couteaux suisses qui savent tout faire. on est en train de perdre tout le monde qui doit retourner travailler, C'est donc ça, on va se dépêcher sur le cas client. On accélère, ouais. Alors, le cas client qu'on a choisi de vous présenter ici et qui illustre bien la manière dont on agilise le projet forfaitaire, c'est le FAFCEA, donc le fonds de formation des chefs d'entreprise artisanale. Donc, c'est un fonds de formation qui va financer la formation professionnelle des artisans, donc des chauffeurs de taxi, des coiffeurs, des bouchers, tout ce qu'on veut. Le projet, c'était de faire la refonte d'un logiciel, d'une application métier, du coup, en une autre application métier sur mesure, comme la plupart des applications qu'on fait, toutes les applications qu'on fait. Et ça consiste globalement en un intranet de gestion qui est vraiment la plus grosse partie de l'application et qui a vraiment beaucoup de règles sur les financements des dossiers et tout ça. Et puis, on le verra, des extranets qui sont venus un petit peu en cours de chemin pour donner, pour faire intervenir les bénéficiaires du FAFEA directement dans l'application et pour leur donner un peu de lien. Donc, comment on a fait cette chose-là, bah, ça rebondit un petit peu sur ce que disait Xavier, je crois tout à l'heure, ou je ne sais plus qui, sur est-ce qu'on fait des mises en prod à chaque milestone. Non, mais par contre, on avait vraiment un gros projet qui s'étendait sur 18 mois initialement. Donc, on l'a séparé en plusieurs lots. On va voir tout ça tout de suite. Et ensuite, une fois qu'on a traité le forfait initial, on a eu plein de petits forfaits successifs de fonctionnalités plus ou moins grosses. Donc, ça peut aller d'une dizaine de jours à une centaine de jours pour vraiment des évolutions majeures de l'application. Et puis, globalement, après justement cette période où on a fait le gros projet de base, globalement, on livrait des nouvelles fonctionnalités tous les mois ou tous les 2 mois pendant la période de maintenance. Donc au départ, qu'est-ce que c'est? C'est un projet sur lequel notre client va travailler un petit moment pour produire un cahier des charges assez conséquent et qui représentait derrière du travail pour quand même presque 18 mois avec une équipe de 3 à 6 ou 7 personnes en fonction des périodes du projet. Donc voilà, un projet assez costaud. Donc la première chose à faire, c'était effectivement de le séparer en différents lots, donc chaque lot ayant une livraison en production
à la fin du lot. Donc l'idée c'était sur le premier lot, donc qui faisait 9 mois, c'était vraiment d'avoir un socle de base fonctionnel qui permettent au FAFCEA de travailler de la même manière qu'avec leur ancien outil. Donc dans ce premier lot, on avait rajouté quelques fonctionnalités bonus, mais 90% des fonctionnalités, c'était vraiment pour reprendre à ISO périmètre par rapport à l'ancienne appli, et ensuite deux autres lots qui se sont suivis. Avec par contre des livraisons intermédiaires, Avec, même au sein d'un lot, en qualification, en recette. Voilà, donc effectivement, pour garder un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec nos milestones, effectivement, globalement, une milestone, on l'a fait entre 1 et 3 mois. Donc, ça fait plusieurs livraisons intermédiaires qui permettent de donner de la visibilité aux clients. Bon, et c'est là après, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu ce qu'on prévoit au départ. Et puis après arrive la vraie vie. Donc dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on jongle un peu. Donc on va peut-être avoir une fonctionnalité qui est un peu plus complexe. Donc on va lui donner l'importance qu'elle a. Et donc on va passer un peu plus de temps à la spécifier, à la développer, à la tester. Bon, par exemple, on va avoir une autre fonctionnalité. Peut-être que le client s'était dit que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir faire beaucoup de choses et tout ça. Et on va peut-être la réduire un petit peu. Et puis l'un dans l'autre, ça va se compenser. Tout va bien. On arrive à garder nos deadlines, nos charges. Tout va bien. Ensuite, on peut avoir d'autres cas, une fonctionnalité qui est vraiment beaucoup plus complexe. Et là, ça rentre plus forcément dans les plannings, dans les charges. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on voit avec le client ce qu'on peut déprioriser, parce que dans ce premier lot de 9 mois, il y avait quelques fonctionnalités quand même qui étaient du bonus, donc on peut se permettre de les décaler. Voilà, parce que on s'est rendu compte, voilà. L'origine, c'est pas forcément que on a mal fait notre boulot ou quoi que ce soit, c'est juste que le client, dans son expression de besoin, il a peut-être pas anticipé tout ce qu'il voulait, et donc on se rend compte en discutant avec lui et on prend des décisions en discutant avec lui. Ensuite, on peut avoir le cas de fonctionnalités qui sont plus forcément nécessaires, puisque là, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on est dans le lot numéro 2, donc on a déjà passé un premier lot, on a déjà travaillé depuis 9 mois avec le client, mais lui, avant ça, il avait déjà travaillé au moins 6 mois, 1 an pour faire son cahier des charges, donc il s'est passé 1 an et demi depuis qu'il a commencé à réfléchir à son projet. Donc, en 1 an et demi, il a pu se rendre compte que finalement, cette fonctionnalité à laquelle il avait pensé était plus forcément nécessaire. Donc, il y a des fonctionnalités comme ça qu'on peut se permettre d'enlever. Et puis, la fonctionnalité qu'on avait mis de côté tout à l'heure, on vient la remettre ici à la place. Et puis, il peut y avoir d'autres choses, vraiment des nouvelles fonctionnalités plutôt impactantes. Donc là, c'est un petit peu sur le FAFSIA, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, c'est pas mal ce qu'on a fait, maintenant, il faudrait qu'on arrive à ouvrir justement les organismes de formation qui puissent venir nous déposer directement les dossiers plutôt que de les envoyer par papier, ce genre de choses. Et donc, il y a une grosse brique fonctionnelle qui consistait à produire un extranet pour mettre à disposition des OF. Donc là, soit on se disait, d'abord on fait les 3 paliers comme on a prévu, et ensuite on verra pour faire ça. Soit, hop, on accepte un décalage du 3e palier et on vient intercaler celui-là en palier 2,5 comme on l'a fait à l'époque. Et donc là, on a une nouvelle fonctionnalité qui vient s'intercaler ici. Donc voilà, tout ça pour dire que on a du projet au forfait, ce qui nous empêche pas d'être agile, et potentiellement, il peut y avoir, comme dans le cas de cette nouvelle grosse fonctionnalité qui est apparue, qui n'était pas au cahier des charges au départ. Voilà. Donc effectivement, après là, il faut que le client soit prêt à accepter un avenant, puisque du coup, on a une grosse fonctionnalité qui n'était pas au cahier des charges qui vient s'intercaler en plus. Mais on peut très bien jongler. Un avenant, ou tout simplement se dire que les fonctionnalités qui restent dans le dernier palier sont plus prioritaires et qu'on les développera en phase de maintenance, par exemple l'année N+1, N+2. Bon, là, en l'occurrence, c'était un avenant.
Les deux sont possibles. Il nous reste 1 minute pour terminer. Donc, du coup, Voilà. on va passer sur C'est très rapidement. sur les écrans. Voilà, du coup, les quelques chiffres sur le projet. Pour que ça vous donne une idée un peu de la taille du projet, 40 utilisateurs, 500, enfin, tout 50 000 utilisateurs occasionnels, mais 40 utilisateurs vraiment qui l'utilisent tous les jours. Donc là, c'est les salariés du FAFSA. Et on est sur des volumétries quand même de 90 000 dossiers traités par an. On va conclure du coup, puisqu'on est vraiment à la bourre. Voilà, et on est on est en train de perdre les gens. Du coup, en fait, tout simplement, ce qu'on voulait dire, c'est que là, on vous a présenté la méthode de façon très structurée, avec 3 piliers, top-down, etc. Dans les faits, ça s'est pas fait comme ça. Dans les faits, ça fait des années qu'on travaille, qu'on fait ce métier, et en fait, qu'on la peaufine, qu'on la met au point. Et c'est parti d'un truc où on se dit, bah, en fait, on a constaté des choses qui allaient pas globalement sur les projets, les coûts et les plannings qui étaient pas respectés, les utilisateurs qui étaient pas contents du résultat, les applications bourrées de bugs avec des trucs en prod, vraiment du bug au sens je clique sur un bouton, ça marche pas, quoi. Et puis surtout que les solutions, elles étaient assez peu évolutives et très difficilement maintenables, surtout dans le cadre de projets au développement spécifique. Donc on a un peu rayé ce qu'on voulait plus voir, on s'est donné ces objectifs-là, et en face de chaque objectif, on a mis des solutions. Donc là, j'ai plus le temps de les détailler, mais globalement, ça reprend ce qu'on vous a déjà exposé tout à l'heure. Et ensuite, au fil de l'eau et au fil du temps où on a mis en place ces solutions, on s'est rendu compte que, bah, en fait, on faisait toujours appel. Enfin, il y avait beaucoup de solutions qui étaient différentes faces d'un même prisme. Et en fait, on y répondait toujours par ces 3 piliers. Le premier, c'est la méthodo. Le deuxième, c'est des outils. Et le troisième, c'est l'aspect organisationnel. Et si je devais en rajouter un quatrième, là, on l'a pas abordé aujourd'hui parce que c'est pas dans de la méthodologie pure, mais c'est la relation avec le client, parce que fondamentalement, si vous avez une relation de confiance avec votre client, c'est déjà un très très bon point de départ. Thomas nous dit que c'est de la cobagilité. La cobagilité, ok. Voilà, alors je suis quand même plutôt rassuré puisque on a peut-être enfoncé beaucoup de portes ouvertes puisque vous êtes très très majoritaire à faire du mode projet avec des solutions mixtes et pas entre du V et de l'agile. Alors osons le dire et osons l'assumer parce que parfois on est aussi face à des clients qui nous demandent non mais vous êtes du Scrum, vous avez les labellisations machin, mais en fait ils savent pas du tout ce que ça veut dire, ils savent pas du tout ce que ça implique. Il y a un gros quiproquo sur l'agilité, sur les fonctionnalités, mais bizarrement pas sur le budget et le planning. Enfin voilà, donc nous on milite un petit peu pour dire, bah, en fait, les méthodes pures agiles, c'est vraiment très bien, ça fonctionne bien dans certains cas de figure, mais sur du mode projet, application métier pour des clients opérationnels finaux, c'est pas en tout cas ce qui donne a priori le meilleur résultat. On a 2 minutes de retard, mais on a bouclé et on a pu, je pense, répondre aux questions. Si on n'en a pas raté, parce qu'il y en a pas mal qui ont été posées directement dans le chat. Ouais. Donc j'ai pu passer. Donc en tout cas, bah, merci à tous pour nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous partager. Justement, enfin, vous êtes plusieurs à utiliser des méthodes mixtes. Donc en fait, on est hyper intéressé pour savoir en fait comment vous faites, comment vous y prenez, comment vous êtes organisé aussi. Ça, c'est des sujets qui nous intéressent vachement. Comment vous êtes organisé en interne. Et puis, du coup, aussi, si vous avez des petits tips et des outils que vous utilisez qui fonctionnent bien, on est aussi preneur. Donc, voilà, envoyez-nous ce que vous faites. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. On en parle, on s'appelle, on se fait une visio où on se voit avec un masque. Voilà, il y a des choses. En tout cas, on a hâte de pouvoir échanger avec vous et d'en discuter. Eh ben, merci à tous. Et donc, comme je disais, le replay sera dispo. Et les slides, on essaiera de les envoyer. On les enverra, ouais, sans problème. Ça roule. Merci beaucoup. Bonne